Voilà, qui est donc joué par la musique de la garde républicaine, 60 musiciens, plus des musiciens de la fanfare de l'école d'artillerie.
à La patrouille l'image. de France qui a ouvert le défilé aérien et qui est passé juste au-dessus de nos têtes. Pas d'erreur cette fois dans les couleurs, le bleu, blanc, rouge de circonstance. Voilà, donc à l'image de Rafale, un mirage, c'est en fait un panneau commémoratif pour les 80 ans des unités des forces aériennes françaises libres, créé en 1941. Les pilotes français ont participé à la bataille d'Angleterre pour défendre l'Angleterre contre le. Donc vous voyez l'aile delta très, très caractéristique du Mirage. Alors derrière, vous ne verrez pas l'avion ravitailleur qui est pourtant essentiel pour expliquer comment l'armée de l'air peut avoir une allonge. Les avions sont contraints de se recharger en carburant. Voilà, deux mirages, les deux mirages. Suivi d'un bon vieux Transal, avion de transport tout-terrain, bien connu de tous les militaires sur toutes les opérations. Donc C-160 Transal, 2 hélices, capacité de se poser sur des terrains de fortune un peu partout. Ouais, l'armée de l'air et de l'espace qui commémore les 30 ans de l'opération Daguet, qui est le nom donné à la participation des forces armées françaises lors de la guerre du Golfe entre 90 et 91. Nous adressons un salut amical au général Roquejoffre qui avait commandé donc Daguet dans le désert du Golfe. Voilà le bloc suivant qui commémore les 60 ans de la Direction Générale de l'Armement. Voilà, donc alors ce sont des avions plutôt anciens, il y a notamment 2 Alpha Jet, mais la DGA, les bourgs et un Mirage, effectivement, les bourgs de matériel moderne pour les tester. Voilà, vous voyez 2 Alpha Jet derrière avec les... Voilà, qui sont issus du centre d'expertise et d'essai de la Direction Générale de l'Armement d'Istres et de Cazaux. Voilà, derrière, donc, c'est maîtriser l'espace aérien, c'est-à-dire empêcher des avions ennemis de pénétrer notre espace aérien. Il devait y avoir un AWACS devant qui est une sorte de tour de contrôle volante. Et là, il y a donc 6 Mirages qui symbolisent donc cette capacité d'interception, d'interdiction. Agir dans la profondeur, 6 Mirages et 6 Rafales. Donc il y a un effet de masse qui a été voulu pour symboliser le combat de haute intensité, s'il fallait engager des avions en nombre important. Normalement, il y aurait dû avoir devant donc un avion ravitailleur de nouvelle génération, l'A330 Phoenix, mais qui n'a pas pu participer donc au défilé. Voilà, et ça fait un boucan d'enfer, on peut le dire, quand il passe au-dessus de nos têtes, c'est vraiment très très impressionnant. Un nouveau bloc, dissuader forces aériennes stratégiques. 6 Rafales. Donc vous savez que la composante stratégique nucléaire française est portée par l'armée de l'air d'une part et par l'aéronautique navale de l'autre et par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Là ici donc c'est la composante air et espace. Là aussi il devait y avoir un avion ravitailleur A330 Phoenix mais qui n'a pas pu décoller. Voilà, le bloc suivant est très caractéristique avec au centre le Hawkeye qui est un avion de guet aérien qui est catapulté à partir du Charles de Gaulle. Il est entouré de 6 Rafales marines. Et quand vous les verrez passer, normalement, ils ont la crosse déployée à l'arrière. Vous voyez, on aperçoit, voilà, on voit très bien la crosse. Exactement.
Les pilotes de l'aéronautique navale font la fierté de la France et sont très très appréciés à l'étranger. Les Américains notamment n'en reviennent pas que des pilotes puissent atterrir sur des tout petits porte-avions par rapport aux énormes porte-avions américains. La patrouille maritime maintenant à l'écran, qui est composée d'un avion de patrouille et de surveillance basé à terre, qui assure notamment des missions de renseignement, accompagné d'un Falcon 50M de la flottille 24F. Atlantique 2 qui est engagé notamment au Sahel, grosse capacité de renseignement mais également capacité de délivrer de l'armement, de frapper au sol. L'A400M à l'écran très reconnaissable par son système de double hélice, voilà, qu'on voit très très bien ici, double hélice qui tourne en sens inverse l'une de l'autre, ce qui permet de créer une sorte de coussin d'air sous la 400M, donc avion de transport de nouvelle génération, et qui donc aide à la portance de l'avion dans les airs. Avion de transport tout à fait remarquable, projet européen qui a mis du temps à accoucher, mais qui est extrêmement utile. Un avion dont Florence Parly vous a parlé tout à l'heure, l'avion léger de surveillance et de reconnaissance. Le renseignement, la reconnaissance, la guerre électronique, par ailleurs, je pense aux Atlantique 2, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il est en train de passer juste au-dessus de nos têtes et de la tribune officielle autour de cette magnifique place de la Concorde. Former, entraîner, préparer, c'est le thème du bloc que vous voyez ici à l'écran, qui est composé de 4 appareils qui sont de l'école de l'aviation de chasse de la base aérienne de Cognac. Ils sont utilisés notamment pour la formation des pilotes de chasse. Voilà, et normalement, il devait être suivi par un avion de la DGA, un avion d'essai, et que je ne vois pas à l'écran. Il est là, cet avion de la DGA, je le vois arriver. Un TPTBM 940 qui permet de former des équipages d'essai de l'école du personnel navigant. Voilà, la lutte contre les incendies, malheureusement d'actualité, avec un Beechcraft, un Canadair, un Dash 0400. Le Canadair, vous le savez, Julien, a une capacité d'emport de l'équivalent de 6000 piscines. 6000 piscines. 6000 piscines lâchées, larguées sur un incendie. Donc c'est une masse d'eau qui va écraser le feu. Mais malheureusement, il faut beaucoup de rotation pour arriver à faire face aux incendies de la période d'été. Et c'est ce bloc qui vient donc conclure ce défilé aérien. Avec ces images évidemment toujours très impressionnantes, vues du ciel. Et dans quelques secondes, on va voir apparaître les troupes à l'honneur. Donc la tribune applaudit chaleureusement le défilé aérien. Voilà, la force Takuba s'avance. Donc le bloc que nous avons présenté tout à l'heure, 300 forces spéciales étrangères, belges, estoniens, italiens, Pays-Bas, Portugal, Suède et la France. En tête se trouve le lieutenant-colonel François qui a été à l'origine de la conception de Takuba. Donc ces forces spéciales qui aident les forces maliennes à monter en gamme, en puissance, en capacité de combat face aux groupes terroristes. 600 soldats actuellement déployés sur le sol malien, dont la moitié sont français.
Et le lieutenant-colonel François a commandé la force Takuba au Sahel. Tous les soldats qui défilent ici ont combattu au Sahel. Et il y a dans les rangs une seule femme, c'est une Suédoise. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ils sont masqués pour ne pas être identifiés. Et Florence Parly nous a dit qu'elle y voyait là un symbole européen important. Mais il faudrait qu'il y ait encore d'autres pays qui puissent rejoindre cette force Takuba, notamment la Roumanie, le Danemark pourrait le faire. 80 défilants aujourd'hui sur les Champs-Élysées de cette force si importante pour l'avenir du conflit au Sahel et notamment au Mali. Ce sont des hommes et des femmes qui font aussi beaucoup de formation auprès des forces spéciales maliennes. On appelle ça du mentoring. Et leurs camarades français de la mission Sabre, donc qui sont aussi des commandos des forces spéciales, ont enregistré ces dernières années des succès militaires tout à fait remarquables pour casser l'épine dorsale, aussi bien des groupes affiliés à Daesh qu'à Al-Qaïda. Et dans la reconfiguration de Barkhane, nous avons parlé, les forces spéciales vont jouer un rôle très important. Oui, c'est d'ailleurs un hasard total que la force Takuba ait été mise à l'honneur alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé une reconfiguration du déploiement Barkhane au Mali. Voilà, le général Guillaume Bayeux de Marizys, que nous saluons très amicalement, il a joué un rôle très important dans l'organisation du défilé, c'est l'adjoint du GMP. Et il va quitter le service actif après 40 années dans l'armée. Et donc nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle vie professionnelle. Il a fait Daguet, c'est un ancien de Daguet. On voit sur sa poitrine des décorations qui sont spécifiques à la première guerre du Golfe. Et donc ça sera son adieu aux armes. C'est aussi l'adjoint du gouverneur militaire de Paris qui coordonnera par exemple la planification de la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Voilà l'école polytechnique qui se présente juste derrière, vous voyez, avec une première, Julien. Pour la première fois, les jeunes femmes polytechniciennes défilent en pantalon et bottines. Elles ont abandonné la jupe et les bottes, prouvant que c'était plutôt inconfortable. Alors l'école polytechnique est évidemment une école de prestige créée par Napoléon, qui est issue de la Révolution et qui a été militarisée par Napoléon en 1804. C'est effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est une école militaire qui reste militaire aujourd'hui, même si effectivement très peu de polytechniciens s'engagent après dans l'armée. À la grande époque où il y avait énormément d'officiers polytechniciens, ils allaient vers les armes savantes, l'artillerie, le génie. Et qui compte quand même, Pierre, parmi ses anciens élèves, 3 anciens présidents de la République, Sadi Carnot, 1857, Albert Lebrun et Valéry Giscard d'Estaing. Alors les polytechniciens commencent leur formation à l'IX par 7 mois de formation humaine et militaire. Enfin certains dans l'armée, dans toutes les unités possibles, et d'autres ont des engagements civils, citoyens. Mais cette formation humaine est très importante à l'école polytechnique. Et pourquoi l'IX? Eh bien l'IX parce que ce sont des matheux, mais également parce que ceux qui se dirigeaient vers l'artillerie portaient sur les épaulettes 2 canons croisés en forme d'X. Voilà, 260 défilants aujourd'hui pour cette école polytechnique sur l'avenue des Champs-Élysées. Une école qui est très internationale. 40% du corps professoral est un corps professoral international et il y a plus d'une centaine de nationalités au sein de l'école polytechnique. Alors que s'avance l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui assure la formation des cadres dirigeants de la gendarmerie. Voilà, avec la coiffure traditionnelle qu'on appelle le taconnet. Les femmes de ce... Donc c'est une femme qui est porte-drapeau. Et les femmes élèves officiers de gendarmerie ont conservé pour leur part la jupe et les bottes. La porte-drapeau que nous avons vue, qui est majeure de promotion, a une origine universitaire. Donc elle est diplômée de l'université, voilà.
Et je peux vous assurer que porter l'étendard et défiler avec, c'est pas loin de l'exploit que vous avez fait tout à l'heure, de descendre en rappel en commentant ce que vous voyez en descendant le long de l'Arc de Triomphe. Et vous voyez à quel point les militaires qui défilent suivent les marquages au sol. C'est vraiment ça qui détermine le mouvement des troupes une fois qu'ils arrivent devant la tribune officielle. Voici l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui est située à Coët-Guidan dans le Morbihan, qui est une grande école d'enseignement supérieur qui a pour mission de former les jeunes officiers. C'est le colonel Olivier Pinard-Legris qui est directeur des formations d'élèves de l'Académie militaire qui se trouve en tête, suivi par le colonel Vincent Moussu, qui est le commandant du 1er bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Les Saint-Cyriens qui portent le casoar qu'on voit ici, avec des plumes rouges et blanches, qui sont en fait des plumes à la couleur de la monarchie britannique. C'est en fait Napoléon III recevant la reine Victoria qui avait demandé aux Saint-Cyriens de porter ces plumes de coq, enfin qui sont aujourd'hui des plumes de coq, de la couleur de la maison de Windsor. Cela ferait plaisir à la reine Elisabeth. À la reine Elisabeth, effectivement. Et donc voilà. Et donc la seconde école d'officiers, l'école militaire interarmes, qui se trouve également sur le camp de Coët-Guidan. Donc là, ils sont un peu plus âgés que les Saint-Cyriens que nous avons vus, puisque ce sont soit des sous-officiers qui ont décroché l'épaulette d'officier, soit les meilleurs des militaires du rang qui rejoignent cette seconde école. Regardez les décorations, en fait, ils ont un passé militaire plus soutenu que les Saint-Cyriens qui sont rentrés sur concours. Alors la promotion qui défile ici devant nos yeux, c'est une promotion qui porte le nom de l'armée des Alpes. L'armée des Alpes qui défend en 1940 avec beaucoup d'héroïsme la frontière en repoussant l'invasion de l'armée italienne. Et c'est le lieutenant-colonel Laurent Luisetti que nous avons vu tout à l'heure en tête de ce bloc. Troisième école d'officiers, c'est une nouveauté. Et là, nous reconnaissons le porte-drapeau Johanna que nous avons interviewé tout à l'heure, qui a une formation universitaire comme tous les officiers qui défilent et qui ont un cursus donc universitaire avant d'intégrer cette école de formation d'officiers en un an. C'est la première fois qu'ils défilent et ils défilent dans une tenue de tradition inspirée de la tenue 1921 de l'armée de terre, couleur bleu horizon, le bleu de la victoire de 1918. Et ils ont pris comme nom de promotion sous-lieutenant Maurice Genevoix. En hommage évidemment à l'officier, à l'écrivain qui a décrit si bien les combats de la Première Guerre mondiale. En tête, le lieutenant-colonel Matot, commandant l'école militaire des aspirants de Coët-Guidan. Et qui ont pour devise, j'adore les devises, j'aime beaucoup les devises, l'audace de servir. On en donnera quelques-unes de ces devises pendant ce défilé à pied. Et voici l'école navale qui a été créée en 1830 et qui assure donc la formation de tous les officiers de la Marine nationale. Alors, on les décrit comme curieux, ouverts, combatifs. En tout cas, c'est ce que les officiers de communication nous ont dit et on veut bien le croire. On les surnomme les bordaches parce que dans des temps anciens, les futurs officiers de marine étaient formés sur des bâtiments, un bâtiment qui s'appelait le bordache. Et alors, il y a beaucoup de gens célèbres qui sont passés par cette école navale, l'écrivain Pierre Loti, l'académicien Jean-Yves Cousteau, le navigateur Éric Tabarly ou encore le philosophe et académicien Michel Serres. Oui, on peut citer aussi l'amiral Louis Delorme qui est passé par l'école navale. École de l'air et de l'espace, Julien. Oui, qui forme tous les officiers de l'armée de l'air et de l'espace, puisque c'est maintenant l'appellation, qui a été créée en 1935, avec en autorité défilant en tête le lieutenant-colonel Sébastien Estève. Et Julien, vous qui aimez les devises, très belle devise, faire face,
C'était la devise du capitaine Guillemer, un as de la Première Guerre mondiale, qui est mort au combat en 1917. Et cette école, les élèves officiers, les officiers portent la fourragère aux couleurs de l'ordre de la Libération, comme leurs camarades saint-cyriens. Et c'est une très très grande fierté de porter cette fourragère aux couleurs de la décoration créée par le général de Gaulle en novembre 1940 pour honorer ses premiers compagnons. Ils n'étaient pas très nombreux à l'époque. Voilà, un officier allemand, donc de l'armée de l'air allemande, qui porte le poignard de ses camarades et qui a dû avoir une autorisation spéciale de son gouvernement, car en Allemagne, les militaires ne portent ni le poignard ni le sabre. Alors ici, l'ESNA Bretagne, qui a un statut civil, qui forme des ingénieurs généralistes. Alors ils se sont particulièrement illustrés pendant la crise Covid parce qu'ils ont participé à des opérations de secours évidemment et qu'ils ont fabriqué 5000 visières en 3D qu'ils ont ensuite distribuées aux ambulanciers notamment. Voilà, c'est une des écoles qui s'intègre après des classes préparatoires qui sont difficiles. Vous avez raison de citer la lutte contre le Covid. On pourrait pratiquement le dire, l'évoquer sur tous les blocs, car il y a eu énormément de participation et de soutien à la lutte contre le Covid dans les différentes unités ou écoles que nous allons voir, que nous avons vues et que nous allons voir. L'école des commissaires des armées. Les grands administrateurs de l'armée. Alors vous voyez, les commissaires des armées qui jouent un rôle essentiel pour le soutien des forces, ça fait partie des personnels qu'on voit jamais dans les films de guerre. Rambo, pourtant un rôle essentiel. Exactement. Rambo, il ne se nourrit pas, il ne s'habille pas, il ne se soigne pas, il n'est pas soldé. Voilà, bon, ça c'est de la fiction. La réalité, c'est le corps des commissaires des armées qui soutient justement le combattant dans tous les domaines, donc l'administration, la gestion générale, l'alimentation, l'hébergement, le service juridique. Donc c'est vraiment tout à fait essentiel. On va les revoir un peu plus tard. L'école maintenant du service de santé des armées, alors qui eux ont participé, vous parliez du Covid, activement à la campagne de vaccination. 390 000 injections faites par le service de santé des armées, qui a fait un boulot formidable, alors qu'il faut bien comprendre, il faut que les téléspectateurs réalisent bien que le service de santé des armées a été considérablement réduit ces dernières années. Il est tourné vers le soutien en opération, et donc il est taillé au plus juste, et il a fait le maximum pour participer à la lutte contre le Covid. 80% de ceux que nous voyons défiler sera engagé en OPEX dans les 2 années qui suivent leur formation. Et ils sont nombreux à défiler aujourd'hui, 156, dont 108 élèves praticiens et 48 élèves infirmiers. Voilà, et le lieu d'implantation, c'est Lyon-Bron, dans le Rhône, Paris pour l'école du Val-de-Grâce, bien sûr, pour les internes. Alors que s'avance l'école de gendarmerie de Châteaulin, qui est située dans le Finistère, qui a été créée en 1999, avec en tête de ce bloc le général Christian Deville. Voilà, donc ils sont en fin de formation et ils vont rejoindre dans quelques jours leurs unités où ils vont servir, soit dans la gendarmerie départementale, que nous allons voir sur les routes de France pendant tout l'été, qu'on voit toute l'année. Là, et là également la gendarmerie mobile chargée du maintien de l'ordre. Et cette année, la promotion qui défile a pris le nom d'adjudant Bréignier, qui a été tué en service commandé en 1976. Voilà l'école nationale des sous-officiers d'active, qui sont donc les futurs cadres, sous-officiers de l'armée de terre, qui forment à peu près 5000 élèves chaque année d'active et de réserve. C'est une formation de 8 mois
pour les engagés volontaires sous-officiers, de 4 mois pour les élèves sous-officiers issus du rang. En tête, nous avons aperçu le colonel Taoufik Gofengour, qui est le directeur général de la formation donc, à cette école de sous-officiers d'active. Julien, il n'y a pas d'armée forte sans sous-officiers. Ce sont des cadres de contact extrêmement importants. Les femmes qu'on voit à l'écran, les jeunes femmes officiers, portent la nouvelle coiffure de tradition avec donc la couleur rouge qui uniformise la coiffure des hommes comme des femmes. Créée en 1963, l'École nationale des sous-officiers d'active, leur devise « S'élever par l'effort ». Vous parliez de mérite. Eh bien, c'est inscrit dans leur devise. Voilà, l'école de Mestrance qui arrive devant nous, devant la tribune officielle, qui assure la formation des officiers mariniers, qui constitue véritablement l'ossature de la Marine nationale, qui peut former plus de 1100 jeunes par an qui sont âgés de 17 à 30 ans. Oui, les officiers mariniers, donc ce sont les sous-officiers dans la marine, mais ils ont le nom d'officiers mariniers. Et ce qui est très important dans la formation qui leur est donnée, mais c'est vrai vraiment pour toutes les unités de la marine, c'est l'esprit d'équipage. On leur apprend beaucoup de choses, mais notamment l'esprit d'équipage qui est essentiel. La moyenne d'âge des mestranciers est de 21 ans. Ils sont recrutés sur dossier du niveau bac à bac plus 3. J'en profite pour saluer Jérôme Revon et ses équipes qui font un travail absolument admirable pour nous faire admirer ce 14 juillet et qui sont aux manettes à la réalisation. Voici l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Alors ne soyez pas surpris, vous allez voir des uniformes extrêmement différents dans ce carré. Vous apercevez le calot de l'air et de l'espace, mais vous verrez également des bérets de l'aviation légère de l'armée de terre. Pourquoi? Eh bien parce que Rochefort, le lieu d'implantation de cette école, forme tous les spécialistes aéronautiques des 3 armées et de la gendarmerie nationale. Donc c'est vraiment interarmée plus gendarmerie. Un bloc qui est composé de 107 défilants et de 6 aviateurs. Avec le général de brigade Alain Boulet en tête. L'école des mousses. Alors c'est formidable l'école des mousses parce que c'est l'ascension sociale que peut permettre l'armée. Ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes qui s'engagent très tôt et qui sont formés au sein de cette école des mousses. Pour acquérir une expérience. Ils ont généralement entre 16 et 18 ans et ils signent un premier contrat de 10 mois. Voilà, absolument. Le Benjamin qui est dans ce carré n'a pas encore 17 ans. Il l'aura au mois d'août. Donc c'est le plus jeune de tout le défilé. Ça a été créé par Napoléon III pour les enfants de marins de 13 à 15 ans. Pour leur mettre... alors le pied à l'étrier, l'image n'est pas très bonne parce que ce sont des marins, ce ne sont pas des cavaliers. Enfin, voilà, donc pour les initier au métier de la mer. Et bon, ça va être difficile de le voir dans le carré, mais il y a 2 jumelles dans ce carré, au dernier et avant-dernier rang. Et ils ont choisi comme marraine de promotion Irène Frachon, la pneumologue, qui s'est battue contre le Mediator. La lanceuse d'alerte, oui. C'est assez intéressant. Le 1er et 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine qui s'avance devant la tribune officielle. On évoquait tout à l'heure leur rôle, hein. Ils sécurisent la population évidemment et participent au contrôle de 2 zones, notamment dans le cadre du confinement. On les a beaucoup vus dans les rues. Oui, d'ailleurs, bien sûr, on a rappelé tout à l'heure le rôle qu'ils jouaient à titre, je dirais, d'honneur, présenter les honneurs, présenter les armes, aussi bien à l'Élysée, à Matignon, dans les parlements. Mais ce sont des unités opérationnelles, notamment qui interviennent dans le cadre de renforcement pour le maintien de l'ordre. Donc ça serait une erreur de considérer que c'est uniquement, entre guillemets, une unité de décorum. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont véritablement une mission de sécurité, d'engagement, de protection. Et c'est le colonel Frédéric Poulain pour le 1er régiment d'infanterie et le colonel Bruno Curé pour le 2e régiment d'infanterie que nous avons vu donc évidemment devant. Et je précise d'ailleurs, Pierre, que le 1er régiment d'infanterie, c'est lui qui est chargé des missions de sécurité liées notamment au palais de l'Élysée. Ils ont joué un rôle très important en renfort Covid, notamment pour faire respecter le couvre-feu. Période que nous espérons ne pas revoir derrière nous de sitôt. Je vous le confirme.
Voici le bloc. Alors c'est un bloc très intéressant, le bloc héros du quotidien Gendarmerie nationale. C'est un honneur particulier qu'il aurait rendu cette année évidemment. 76 gendarmes qui incarnent cet héroïsme du quotidien, héroïsme discret, concret, mais qui permettent de venir en aide à des Français chaque jour, partout sur le territoire national. Alors, ils ont tous été, ou ils seront tous décorés pour les faits d'armes particuliers qu'ils ont opérés cette année. Il y en a notamment dans ce bloc qui sont arrivés à proximité d'un bâtiment, enfin d'une maison qui était en train de brûler, qui ont alerté bien sûr les sapeurs-pompiers, mais ils sont parvenus à sortir 4 personnes du feu, et notamment une personne âgée de 98 ans. C'est vraiment cet héroïsme du quotidien dont vous avez parlé, Julien, et il porte le drapeau de la gendarmerie. Et voici qui s'avance le régiment de marche du Tchad, créé en 1943, qui sont aussi appelés les marsouins de Leclerc. Oui, les marsouins de Leclerc. Et vous voyez, là, il y a un effet masse qui a été voulu par le général Burkhardt, chez l'état-major de l'armée de terre, puisqu'il y a un nombre très important de défilants. Et c'est pour symboliser le combat de haute intensité. Si un jour, on doit engager des masses de soldats bien au-delà des 5000 hommes de Barkhane. Oui, c'est véritablement une unité opérationnelle sur le terrain qui est engagée dans des opérations de maintien de la paix, mais aussi des opérations potentiellement offensives. Alors je crois qu'ils ont été déployés à peu près partout, que ce soit le Kosovo, la Bosnie, Macédoine, Afghanistan, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Liban, le Mali, toute la zone Sahel, et puis le Gabon et l'Irak. Voilà, donc 217 marsouins de Leclerc, le serment de Koufra. Les Voici sapeurs. 31e régiment du génie. Pourquoi les appelle-t-on les sapeurs? Eh bien parce que l'arme du génie faisait des sapes sous les fortifications, y mettait de la poudre et faisait exploser ainsi les fortifications ennemies. Ah oui. Sapeurs. Les sapeurs-pompiers portent les mêmes insignes d'armes. Je suis moi-même un ancien officier du génie, donc sapeur. La devise, vous la connaissez, Julien. Parfois ouvrir détruire. la route. Alors ça, c'est celle du 31e régiment du génie. Vous avez raison. Et la devise du génie en tant qu'arme, c'est parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Eh bien, ça vous résume bien, ça, Pierre Servant. Voici arrivé le 68e régiment d'artillerie d'Afrique. De l'audace, toujours. C'est leur devise. Avec à leur tête le lieutenant-colonel Frédéric Moutin, qui est donc le chef de corps de ce régiment depuis le 2 juillet 2021, il y a quelques jours à peine. Oui, ils sont dépositaires des traditions de l'armée d'Afrique, qui avait une importance considérable sous la 3e et la 4e République. Ils ont la capacité d'apporter un appui-feu à des unités d'infanterie, des tirs de contre-batterie. Ils ont été engagés à Chamal, notamment avec le canon César. Et Barkhane aussi. Et Barkhane, bien sûr, avec le canon César qui a une portée de 40 km. On va l'apercevoir tout à l'heure, le canon César, justement, il fera dans le défilé motorisé, dans le défilé motorisé. Voici le 3e régiment du matériel. Alors, vous parliez tout à l'heure, Pierre, de l'importance des soldats qui participent à la logistique d'une offensive ou d'une opération. Eh bien, ces soldats-là en font partie. Ils assurent la maintenance des matériels. C'est très important, évidemment, quand on est dans des terrains hostiles. On pense évidemment au Sahel, au Mali, dans le désert. Les véhicules, les armements, les moyens de transmission, les moyens optiques. Ce sont eux qui s'occupent de tout. Et c'est une unité parachutiste reconnaissable donc à son béret rouge. C'est la seule unité parachutiste de l'arme du matériel. On dit souvent que ce sont les magiciens du désert. Effectivement, dans des milieux extrêmement abrasifs, ils arrivent à faire marcher tous les véhicules. Alors, le service militaire adapté qui s'avance maintenant, qui fête d'ailleurs ses 60 ans, qui est implanté en Outre-mer.
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et en métropole à Périgueux. C'est une très très belle... Alors eux aussi, ils ont contribué très activement à la lutte contre le Covid. Oui. Alors le SMA permet une insertion sociale. C'est vraiment un peu une seconde chance qui est donnée à des jeunes sur la base du volontariat. Il y a beaucoup de jeunes femmes, 30 à 40% de jeunes femmes. Et le taux d'insertion derrière le passage en SMA, soit dans l'emploi, soit dans une formation qualifiante, est de 80%. Les formations militaires à présent de la sécurité civile qui sont notamment engagées, on l'évoquait tout à l'heure avec les Canadaires dans le sud de la France pour lutter contre les feux de forêt et protéger les populations de ces incendies. C'est une formation qui a été créée en 1974. C'est un corps de troupes de l'armée de terre qui est pour emploi à la Direction générale de la sécurité civile. Avec des chiens. Avec les chiens, donc qui sont très utiles dans les catastrophes naturelles, tremblements de terre, pour retrouver des survivants. Et il faut dire, Julien, que cette unité est intervenue dans la catastrophe de Beyrouth, la terrible explosion sur le port de Beyrouth. Ils ont été parmi les premières forces internationales à intervenir au secours du malheureux Liban. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, 8500 soldats du feu. Alors vous savez que c'est le plus grand corps de sapeurs-pompiers d'Europe et le troisième dans le monde, juste après Tokyo et New York. C'est dire s'ils sont nombreux et s'ils ont, avec les chiens là aussi évidemment, on comprend pourquoi. Créé en 1811, leur devise sauver ou périr, et qui ont réalisé, tenez-vous bien Pierre, sur l'année passée, 423 000 interventions et on estime qu'ils ont sauvé plus de 30 000 vies. Oui, c'est vraiment une unité remarquable d'engagement, y compris très jeunes. Je veux dire par là que de simples caporaux-chefs ont des responsabilités considérables et sauvent effectivement un nombre de vies. Voilà. Et on va les revoir dans le défilé motorisé. Voici le bâtiment de commandement et de ravitaillement Var. Voilà, capitaine de frégate Christophe Nielly. Alors ils sont tout juste rentrés dans le cadre de la mission Clémenceau 21, puisque pendant 4 mois, ils ont participé à la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Chamal en mer Méditerranée, dans l'océan Indien et dans le golfe arabo-persique. Ils viennent de rentrer il y a 4 mois. Oui, et le VAR va être retiré du service actif, donc essentiel pour le gazole, l'eau, les vivres, munitions, médicaments, pièces de rechange. Voilà, encore une fois, vous avez eu raison de le rappeler. On ne souligne pas assez l'importance de ces unités. Il n'y a pas d'armée professionnelle, il n'y a pas d'armée qui marche sans le matériel, sans le ravitaillement, sans la logistique qu'on va voir un peu plus tard. Voilà, sous-marin nucléaire d'attaque, SNA. Alors, le nucléaire, c'est la propulsion du sous-marin nucléaire. Et là, ce sont 2 équipages de 2 types de sous-marins nucléaires d'attaque différents. L'ancienne génération, l'Emeraude, type Ruby, qui vient de faire une mission en zone Indo-Pacifique absolument extraordinaire. Et puis le Suffren, donc là, c'est la série des Barracuda. Le Suffren est un SNA beaucoup plus lourd, beaucoup plus important, avec un armement considérable, notamment le missile de croisière navale. Voilà la base d'aéronautique navale de Longbiway à présent, qui s'avance, qui sont basés à Lorient dans le Morbihan, créé en 1946. Il y a 72 défilants aujourd'hui dans ce bloc et qui fête d'ailleurs son 75e anniversaire. Alors c'est eux qui assurent l'entretien, le soutien et la mise en œuvre d'aéronefs qui sont engagés dans des missions particulières. Voilà, et on peut noter la mise en service prochaine de l'Atlantique 2 Standard 6 qui aura lieu en décembre 2021. L'Atlantique 2, on les a vus passer tout à l'heure. Ce sont des avions tout à fait extraordinaires qui fonctionnent avec efficacité aussi bien au-dessus de la mer que de la mer de sable. Notamment, ils sont engagés au Sahel. Et on a touché tout à l'heure le pompon pour nous donner un peu de chance avec Anne-Sophie Lapix. On verra si ça se réalise et si ça marche.
Le bataillon de fusiliers marins Amiot d'Inville maintenant, qui sont les forces spécialisées de la Marine nationale pour les missions de défense et d'interdiction maritime. Ce sont eux qui sont en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui participent à la défense du territoire en protégeant notamment les sites sensibles. Exactement. Ils protègent d'ailleurs la force Takuba au Sahel. Et vous l'avez bien prononcé, ce sont les fusiliers marins et pas les fusillés marins. Ils ne sont pas fusillés, hein. Ils portent un fusil et effectivement mission de défense. Et Amiot d'Inville, nom extraordinaire, 4 frères Amiot d'Inville, 3 morts au combat durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà la base aérienne 118 à présent, c'est une dizaine d'aviateurs. Ils sont un peu plus nombreux, c'est-à-dire. Une dizaine de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, qui a notamment soutenu le centre d'appel du SAMU 40 en mars 2020. Voilà, là on voit très très bien la forme du delta, hein, qui nous fait penser au Mirage. Et c'est cette base qui assure notamment la bulle de protection sur les Champs-Élysées. Et on a vu un plan magnifique tout à l'heure avec en amorce l'obélisque de Luxor, hein, on l'oublie, mais qui est le plus vieux monument de Paris offert à la France par le vice-roi d'Égypte, Mehemet Ali. Le commandant de l'espace qui s'avance devant la tribune officielle. Voilà, qui est commandé par le général de division aérienne Michel Friedling. Voilà, c'est tout nouveau, hein, ça a été créé le 3 septembre 2019. Il y a 2 ans, à peine. Voilà, nous en avons parlé tout à l'heure avec Hervé Grandjean. Essentiel, le domaine satellitaire dans l'espace pour la conduite des missions militaires. Et donc, il y a aujourd'hui des moyens qui sont engagés, qui vont se démultiplier dans les années qui viennent, de façon à ce que cette capacité satellitaire militaire française ne soit pas brouillée, interceptée, espionnée par des satellites étrangers. La ministre Florence Parly a souligné il y a 2 ans une approche un peu agressive d'un satellite russe. Alors le bloc qui s'avance s'appelle le bloc Skiros. C'est un nom grec qui veut dire petit cheval. Alors c'est un bloc particulier puisque c'est une démonstration de projection de force qui a été effectuée. Exactement, une mission là aussi tout à fait exceptionnelle comme celle du SNA Emeraude. 17 jours, 4 Rafales, 2 avions de transport A400M, un avion ravitailleur Phoenix, un exercice qui s'est déroulé au début de l'année au contact de l'Inde, des Émiratis, de l'Égypte et de la Grèce. Évidemment, Julien, ces 4 pays vous parlent, puisque ce sont 4 pays qui ont acheté des Rafales français. Dans un contexte de tension aussi avec la Turquie. Vous voyez arriver à l'image le service du commissariat en opération qui assure l'administration et le soutien des armées. Quoi qu'il se passe, en toutes circonstances, ça peut aller de la restauration à l'hébergement, le bien-être au travail aussi. C'est important maintenant dans les armées, on en parle de plus en plus. L'habillement du combattant qui posait problème à une époque, hein. On disait beaucoup que les combattants étaient sous-équipés, ça n'est plus le cas désormais. Oui, un gros effort a été fait dans ce domaine. C'est le commissaire en chef de première classe, Laurent Paco, qui défilait en tête. Et c'est un peu une nouveauté de les voir défiler dans ce bloc avec tous les métiers, cuisiniers, trésoriers, acheteurs, spécialistes de la chaîne du froid, etc., qui jouent un rôle en opération très très important. C'est pour ça qu'ils sont en treillis de combat Sahel. Florence parlait, la ministre des Armées, qu'on a aperçu regarder ce défilé. Le service interarmé des munitions, alors comme son nom l'indique, c'est eux qui mettent à disposition des forces, là encore en tout lieu et en tout temps, les munitions, le ravitaillement de ces munitions, le stockage, la gestion et puis la maintenance de cet armement. Dans ce service, on dit qu'il n'y a pas de mission sans munitions. C'est assez... Jusque-là, je vous suis. Ça paraît plutôt logique. Donc c'est très, très important. C'est le général de brigade Noël Olivier, directeur du service interarmé des munitions, qui défile en tête.
C'est un bloc particulier qui arrive là aussi et qui rentre dans ce thème de résilience tourné vers l'avenir que célèbre aujourd'hui ce 14 juillet. C'est un bloc intitulé Lutte contre la Covid, avec un certain nombre d'unités qui ont été particulièrement mobilisées pendant la crise Covid-19. Voilà, et nous avons aperçu en tête la médecin en chef Ariane Michaud. Lutte contre la Covid, le service de santé des armées a mis le paquet, si je peux utiliser cette expression. 390 000 vaccinations, 8 centres de vaccination ouvertes, notamment une action à Mayotte. Et on était tout à l'heure d'ailleurs avec la médecin en chef Ariane Michaud qu'on avait eu l'occasion d'interviewer sur les Champs-Élysées. Voici le drapeau de la police nationale. Avec deux blocs, donc là on a le drapeau de la police nationale et derrière on va voir apparaître deux blocs. Un bloc avec les commissaires de police et derrière les officiers de police. Et Julien, dans le bloc des officiers de police, il y a l'officier Élise qui incarne un changement d'orientation professionnelle qui s'est passé après 2015-2016. Des jeunes déjà engagés dans des métiers ont changé et sont entrés dans l'armée ou dans la police. Élise, je l'ai connue dans une grande agence de communication et elle était venue me voir en me disant Pierre, je veux rentrer dans l'armée ou dans la police, je veux servir mon pays. Et elle défile aujourd'hui dans ce 14 juillet. Voilà, l'autorité défilant en tête, c'est le commissaire divisionnaire de police Alfred Langlais, qui est chef de division et chargé de formation sur le site de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, c'est là où sont formés les commissaires. Et voici l'école nationale de police de Saint-Malo et Rouen-Ouassel, qui forme donc des policiers adjoints, des cadets de la République et des gardiens de la paix. 109 défilants aujourd'hui sur les Champs-Élysées, avec le commissaire divisionnaire que vous avez recevé à l'écran, Emmanuel Monteau, qui est donc le directeur de l'école nationale de police de Saint-Malo. Voilà, donc vous l'avez dit, policier adjoint, cadet de la République, gardien de la paix. Et dans la police, l'escalier social, pour ne pas utiliser le terme d'ascenseur social, fonctionne aussi. Donc pour ceux qui veulent progresser. On répète chaque année escalier parce qu'on monte les marches et on n'appuie pas sur un bouton. Exactement. Donc il y a la notion d'effort. Exactement. L'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui forme 28 000 officiers à peu près de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires chaque année aux fonctions d'encadrement, au commandement opérationnel ainsi qu'à la gestion de crise. Voilà, pardon, 5 à 6 000 sont formés chaque année. J'ai vu un peu grand avec 28 000. Voilà. C'est vraiment une vitrine du modèle français de sécurité civile. Et cette école accueille des officiers venus du monde entier, Espagne, Maroc, Tunisie, Bénin, Côte d'Ivoire, Liban, Algérie et aussi Taïwan. Je ne suis pas sûr que ça plaise à nos amis chinois, mais c'est ainsi, les formations françaises sont très appréciées dans le monde. Et ça dure 32 semaines cette formation, un peu plus. Voici le 14e bataillon des sapeurs-pompiers de France. Là aussi, ce sont des soldats du feu admirables qui ont effectué plus de 4,8 millions d'interventions, quasiment 5 millions d'interventions en 2019. Ce sont les derniers chiffres dont nous disposons et qui ont pris en charge 4 millions de victimes. Avec le contrôleur général Patrick Botéac en tête, qui est le chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité ouest. Dans le carré qui défile, il y a des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique qui le 13 ont fait l'aller-retour pour assister aux obsèques de l'adjudant-chef Bruno Callard, qui est mort lors d'un entraînement, qui était un sapeur-pompier expérimenté. Tout ça pour rappeler qu'à l'entraînement aussi, il peut y avoir des pertes humaines. L'administration pénitentiaire ici à l'image. Alors, on le dit peu, c'est la 3e force de sécurité intérieure du pays avec 42 000 agents.
dont 30 000 personnels de surveillance, et qui ont en charge plus de 62 000 détenus, et qui suivent également les personnes à l'extérieur de la prison. On estime le suivi de ces personnes à 171 000, donc ça fait évidemment beaucoup de travail. L'autorité qui défile en tête, c'est le chef de corps, donc Stéphane Miret, qui est directeur des services pénitentiaires. Et évidemment, il joue un rôle très important, notamment dans la surveillance des détenus radicalisés ou condamnés pour des actes terroristes. Les douanes. Oui, les douanes françaises. Alors, on les connaît tous, hein, qui participent à la lutte contre les trafics illicites et le terrorisme. Ce que l'on sait moins, c'est qu'ils sont également chargés de la perception des recettes fiscales et qu'ils participent aussi aux opérations de commerce international. Alors, il y a 16 897 douaniers sur le sol français. C'est une unité, on peut dire ça, une unité, Pierre? Pardon? La douane, c'est une unité? Oui, tout à fait. Qui a été créée en 1791. Et là, on a un bloc majoritairement féminin, avec 31 femmes, 19 hommes. Et il m'expliquait lors des préparations du défilé que les saisies notamment de cocaïne étaient en forte progression avec la période de Covid. La police municipale de Nice défile sur les Champs-Élysées. C'est un honneur immense évidemment pour les agents de la police municipale de Nice, qui fête d'ailleurs son 60e anniversaire cette année, qui a été créé en 1961. Alors vos yeux aguerris auront noté les placards de décoration impressionnants, notamment du porte-drapeau, officier de la Légion d'honneur, médaille militaire, 7 citations sur sa croix de la valeur militaire. L'ensemble de la garde au drapeau est extrêmement décoré. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a pas mal d'anciens des forces spéciales. Et ces hommes ont sauvé des vies le 14 juillet 2016. Ils étaient de service à Nice. Et ils ont pu prodiguer les premiers soins et diriger les hélicoptères de secours. Et ce sont aussi ces policiers municipaux qui ont mis fin à l'agression terroriste de la basilique Notre-Dame de Nice le 29 octobre dernier. C'est dire que M. Estrosi, qui est en tribune, est heureux comme tout de les voir défiler, parce que la ville de Nice est en pointe sur ces questions municipales et sur les questions également de vidéoprotection. Les pionniers de la Légion étrangère. On va avoir un peu de temps là, Pierre. On va avoir un peu de temps. Pourquoi on va avoir un peu de temps? Parce que vous le voyez à l'écran. Il marche moins vite que les autres. Et voilà, la Légion... un pas de 88 par minute, 88 pas par minute contre 120 par minute. Alors c'est le genre d'anecdote, on me le répète chaque année et j'oublie d'une année sur l'autre. Je suis sûr que les téléspectateurs de France 2 sont comme moi. Oui, alors en fait, il y a des tas d'anecdotes sur la question de savoir pourquoi ils ont ce pas. Celle qui me semble tenir le plus la route, c'est le fait que lors de la création en 1841 quand effectivement la Légion étrangère a été créée sous la monarchie de Juillet, les légionnaires ont intégré un régiment allemand qui s'appelait le régiment de Hohenlohe, qui avait ce pas-là. Et cette unité nouvellement créée s'est dit on va adopter un pas spécifique, un pas différent. Et ils ont bien fait parce que ça participe de la singularité de la Légion étrangère. Alors la Légion étrangère, c'est tout corps de métier du bâtiment, hein. Ce sont des maçons, des peintres, des plombiers, menuisiers, des électriciens. Ce sont vraiment les pionniers du soldat bâtisseur, enfin qui illustrent cette tradition du soldat bâtisseur. Qui sont aujourd'hui 39 à défiler sur les Champs-Élysées. Juste derrière, il y a la musique de la Légion étrangère et qui ont un uniforme là aussi très très singulier, la hache, ce tablier et puis ce képi blanc. Voilà, et donc le képi blanc, je vous avais promis tout à l'heure sur les champs de vous expliquer pourquoi ce képi blanc existe, parce qu'il n'existe dans aucune autre unité ou arme de l'armée française. À l'origine, quand la Légion étrangère est créée, ils portaient un képi noir comme les fantassins. Oui. Mais comme les légionnaires étaient très engagés outre-mer, ils avaient l'habitude, pour protéger leur képi, de mettre un manchon en tissu souvent découpé dans de la vieille toile de tente, donc un tissu plutôt de couleur sable.
Mais à force de laver ce manchon, il est devenu blanc et c'est devenu véritablement un insigne distinctif de la Légion étrangère. Et Julian, c'est en 1939 que le prince georgien Amilcar Coury, grande figure de la Légion étrangère, notamment de la 13e DBLE, est parvenu à convaincre les autorités de faire défiler les légionnaires pour la première fois avec un képi blanc. Et alors les légionnaires, permettez-moi de le dire ainsi mon cher Pierre, mais ils ont la baraka aujourd'hui parce que regardez, C'est vrai. ils nous amènent le soleil. Absolument. Et un peu de chaleur parce que ici en plateau, nous sommes juste au-dessus de la tribune présidentielle pour vous faire partager cet événement. Et comment dire, Il y a un petit vent frisqué. voilà, j'allais dire on se caille un peu, mais vous avez raison, le petit vent est frisqué. Bien, c'est en tout cas en train de se réchauffer grâce peut-être à la musique de la Légion étrangère. Alors précisons que, on l'évoquait tout à l'heure également, mais Thierry Burkhard, qui est l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, qui va devenir à partir du 23 juillet prochain le chef d'état-major des armées, est un ancien légionnaire. Oui, c'est un ancien légionnaire. Il a commandé d'ailleurs à Djibouti cette prestigieuse 13e DBLE, demi-brigade de la Légion étrangère, qui s'est illustrée pendant tous les combats de la Deuxième Guerre mondiale, notamment à Bir Hakeim, et par la suite dans d'autres circonstances. Et effectivement, Burkhard, c'est vraiment un officier de la Légion étrangère, officier général aujourd'hui. Et il a le style légionnaire, le contact légionnaire. On m'a raconté une anecdote qui s'est passée hier lors de la garden party de la ministre des Armées. L'insigne de brevet parachutiste d'un militaire s'était détaché, était tombé au sol. Le général Burkhard s'est penché, l'a récupéré et l'a réépinglé sur la poitrine du soldat avec beaucoup de simplicité. Donc le soldat se retrouvait en quelque sorte breveté à nouveau par le futur SEMA. Voilà, et ce sont les seuls militaires de l'armée française autorisés, je crois, je parle sous votre contrôle, à porter la barbe. Oui, effectivement, ça va avec le... Pour être sapeur, à la Légion, il faut la barbe. Il faut la barbe. C'est le côté velu, poilu de la Première Guerre mondiale et des périodes anciennes. Je serais bien embêté, moi, parce que j'en ai pas beaucoup de barbe. Non, on peut être viril sans ça. Hein. La musique de la Légion étrangère suivie du 1er régiment étranger de cavalerie, qui est l'unique régiment de la Légion étrangère spécialisé dans le combat des blindés, qui a été créé en 1921. Ils sont 113 à défiler aujourd'hui sur les Champs-Élysées, alors que vous voyez s'avancer dans le ciel. C'est magnifique. Les hélicoptères. Avec d'abord un hommage aux 30 ans de l'opération Daguet, on l'évoquait également en début de défilé, qui est le nom donné à la participation des forces armées françaises à la première guerre du Golfe entre 91 et 90. Voilà, on a vu passer assez rapidement un Tigre, hélicoptère de combat, avec des hélicoptères de manœuvre. Voilà, c'est magnifique, ces hélicoptères dans le ciel de Paris qui sont en train de survoler les Champs-Élysées. On a vu passer les Gazelles, des hélicoptères Puma, le Tigre, hélicoptère d'attaque, le Caïman. Et le Cougar. Voilà, avec ces images à bord, porte ouverte, toujours très très impressionnante de cette vue de Paris, magnifique, avec la Tour Eiffel, avec les Champs-Élysées.
Oui, nous avons eu la chance tous les deux, à des moments différents, de pouvoir décoller en hélicoptère un 14 juillet. C'est tout à fait magique comme impression. Et on va retrouver Anne-Claire Poignard qui est en train de passer au-dessus de nos têtes. Anne-Claire. L'hélicoptère DC H225 de la Direction Générale de l'Armement. On est en ce moment même en train de survoler les Champs-Élysées. Quelle vue extraordinaire sur Paris. On a la tribune présidentielle. Je suis dans ce cockpit en compagnie du lieutenant-colonel Sophie, 39 ans, qui va nous mener sur cet axe des Champs-Élysées. C'est magnifique. Bien, vous avez de la chance, ma chère Anne-Claire. On vous a vu passer très très vite au-dessus de nos têtes. Je vous ai fait un petit coucou. J'espère que vous nous avez aperçus avec la perspective du Louvre et de ce magnifique jardin des Tuileries. Ça va vite quand ça passe au-dessus les hélicoptères, Pierre. Hein? Oui, oui, oui. Ça passe très très vite. Et voilà déjà le défilé des troupes motorisées qui s'approchent de nous, avec en tête le général Serge Maignon, qui est celui qui commande ce défilé motorisé du 14 juillet. Voilà. Et vous allez voir que, contrairement aux années précédentes, vous le voyez déjà à l'écran, tout le monde est en tenue de combat. Casque de combat, gilet pare-balles, gilet pare-éclat, treillis de combat. C'est justement une volonté du général Burkhard de montrer le combat de haute intensité, l'arme de poing qui se trouve sur la poitrine. Avec le Centre national de formation à la sécurité routière qui suit ce véhicule. Voilà le général commandant qui passe devant la tribune officielle et qui salue le président de la République. Vous voyez que les marquages au sol sont très très importants au moment où les marquages bleus se séparent. Le véhicule tourne également. Les motocyclistes qui défilent sur leur véhicule. Alors qu'arrive le commandement de la logistique des forces, qui assure le suivi de la logistique opérationnelle pour toutes les opérations au milieu aéroterrestre. 12 véhicules avec à l'intérieur 37 militaires. Chaque année, le commandement de la logistique des forces engage pratiquement 50% de son effectif total sur des missions opérationnelles de tout type. Avec un véhicule bien reconnaissable, c'est le VAB, le véhicule de l'avant blindé. Voilà, donc le VAB qui progressivement va être remplacé par le Griffon que l'on va voir apparaître, que l'on avait fait découvrir il y a 2 ans. Eh bien déjà. voilà le Griffon, avec le 1er régiment d'infanterie, qui est le plus ancien d'ailleurs régiment de France. Et vous le voyez, cet appareil Griffon, qui est le nouveau véhicule blindé, on vous en parle depuis de nombreuses années, le nouveau véhicule blindé multirôle de l'armée. Oui, Nicolas Châteauneuf nous l'a fait découvrir tout à l'heure en détail. C'est vraiment un bijou de technologie tourné vers le combat, le repérage des menaces extérieures. Vous avez également de très nombreux capteurs sur ce véhicule qui permet d'anticiper la maintenance. Un armement assez puissant, une mitrailleuse 12-7, 2 mitrailleuses 7,62, un lance-grenade. Également, il est équipé d'un missile anti-char. Il y a la climatisation, ce qui est très utile au Sahel. Ça paraît rien, mais c'est important la clim quand Exactement. on est en plein désert. Et l'ergonomie du combattant à l'intérieur est très très bien faite par rapport au VAB que j'ai bien connu, où vous pouviez sur des terrains assez chaotiques être projeté et vous balader d'un bord à l'autre du VAB. Là, on a un véhicule extrêmement, une fois, solide, ergonomique et combatif.
Et voici le 92e régiment d'infanterie, qui est un régiment héritier des troupes irlandaises, au service à l'époque du roi de France depuis 1661, avec le VBCI, le véhicule blindé de combat d'infanterie. Là aussi, c'est un véhicule bien connu des militaires. Voilà, 4 roues, 32 tonnes, beaucoup de puissance de combat. Il remplace l'AMX-10. Il intègre tout à fait ce qu'on appelle la numérisation du champ de bataille, c'est-à-dire la capacité d'avoir une vision ennemi, et les combattants à l'intérieur peuvent recharger la batterie qui permet d'alimenter leur service de communication ou d'informatique directement, simplement en s'asseyant à leur place. Et vous avez vu que les combattants sont équipés du nouveau fusil d'assaut qui remplace progressivement le FAMAS. Le premier régiment de Spahis, voilà, qui est un régiment de véhicules blindés également, capable de conduire des missions de haute intensité. On revient encore à ce terme, mais il est important aujourd'hui, ou de sécurité intérieure. Voilà, c'est un régiment qui sera équipé dans le cadre du programme Scorpion des Jaguars. En tête, le colonel Charles-Emmanuel Tavier, qui est commandant du 1er Spahis, donc qui est caserné à Valence. C'est un très très beau régiment, héritier des traditions des Spahis marocains. Quand ils sont en grande tenue, nous les avions vus les années passées lors du défilé à pied, ils ont un burnou de couleur bleue. Alors vous avez vu comment ça se passe sur le blindé. Il y a le chef d'engin, il y a le tireur, le chargeur et le pilote. C'est ça la configuration véritablement en opération. Voilà, deux régiments d'artillerie, 3e régiment d'artillerie de marine et le 1er régiment d'artillerie. Et vous allez voir se déployer devant nous. Là aussi, on a un effet masse, Pierre, oui, pour symboliser la puissance de feu absolument colossale de ces régiments. Avec d'une part le canon César, vous voyez ce tube qui est monté sur camion, nous en parlions tout à l'heure. Il est intervenu notamment le camion César pour détruire les forces de Daesh lors de la libération de Mossoul en Irak. Et on va voir également le lance-roquette unitaire qui va apparaître incessamment. On l'a aperçu. Le voici, regardez. Alors, on a aperçu très brièvement un Mistral, missile sol-air léger, 28e régiment de transmission, qui assure l'appui au commandement des forces interarmes et interarmées en métropole comme en opération. Qui a été projeté sur un certain nombre de théâtres d'opération assez majeurs. On pense au Mali, le Tchad, le Niger, le Liban, l'Irak. En tête, le colonel Yannick Le Diraison, commandant le 28e régiment de transmission. Là aussi, c'est un vecteur absolument vital. Si vous ne pouvez pas communiquer, si les communications sont brouillées, si le système de transmission est en carafe, c'est toute une opération qui... Et voilà le groupement de recherche multicapteur, qui est une unité qui contribue à l'action de la force Barkhane notamment, en lui permettant la production de renseignements sur le terrain. Voilà. Là, ce n'est pas une unité, si vous voulez, classique qui défile. C'est vraiment une configuration guerre, une configuration opérationnelle qui permet, vous avez vu un quad tout à l'heure, donc qui permet du renseignement humain. D'autres, voilà, on le voit ici à l'image. Donc, renseignement humain, renseignement image, renseignement de guerre électronique. Voilà, on voit également les drones, donc dans une dimension plus importante. Drone nouvelle génération, Pierre, qui est 3 fois supérieur aux drones de la génération précédente.
Voilà, la France a pris du retard dans le domaine des drones, mais est en train de le rattraper. Le groupement logistique de l'armée de terre qui symbolise aussi cette importance du soutien des troupes offensives. On estime que pour un combattant, il faut 3 militaires aujourd'hui déployés sur un théâtre extérieur. À titre de comparaison, les Américains, c'est beaucoup plus. C'est un combattant pour 6 militaires. Et on va d'ailleurs apercevoir dans ce bloc Christophe, qui est maréchal des logis et qui rentre tout juste du Sahel et du Mali, qui a pu interviewer tout à l'heure Dorothée Olyric. Et qui, comme tous les militaires présents aujourd'hui sur le 14 juillet, nous disait combien il était évidemment ému et fier de cette participation au 14 juillet. Voilà, le voici, concentré. Oui, évidemment, c'est pas une 4L qu'on conduit, ça ressemble, mais c'est pas une 4L, c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça crisse sur les pavés parisiens. Et avec vous le voyez, 3 porte-engins blindés. Très très impressionnant ça. Ouais. Et voilà maintenant l'escadron de défense solaire. Avec le commandant Hervé Moreau en tête, ici à l'écran. Et on va voir 2 types de systèmes de défense sol-air. Le Crotale en tête, vous voyez passer ici, il a un radar. Voilà, on va le revoir. Un radar d'acquisition et les missiles sol-air sont de part et d'autre. Là, on le voit très très bien. Donc, le radar qui permet d'acquérir. Le solaire, on le répète, Pierre, ce sont des technologies qui permettent d'intercepter des missiles adverses. Voilà, et surtout des avions ennemis qui s'approcheraient d'une zone amie. Donc le système Crotale qui tire à peu près à 13-15 km. Voilà. Et derrière, c'est le Mamba. C'est une batterie de missiles également qui permet d'assurer cette dimension de protection sol-air contre des aéronefs ennemis, soit des voiles fixes des avions, soit des voiles tournantes des hélicoptères. La brigade des pompiers de l'air à présent, qui sont les spécialistes du sauvetage aéronautique et qui fêtent leurs 75 ans cette année. Ça représente 1500 pompiers au total. Alors dans le bloc que vous voyez, il y a un véhicule autorité dans lequel se trouve le lieutenant-colonel Roland Pigeon, qui est d'ailleurs conseiller en sécurité nucléaire. Figure également un fourgon pompe tonne léger, un camion citerne moyen, un véhicule d'intervention. Ce sont eux qui participent aussi à la protection et à la sécurisation des installations aéroportuaires. Le service de l'énergie opérationnelle, c'est l'ancien service des essences et qui a changé de nom. Ça aussi, Pierre, c'est essentiel lorsqu'on est en opération et pour nos armées, assurer l'approvisionnement, le stockage et la distribution de tous les carburants et tous les produits pétroliers. Et vous allez voir notamment... Alors dans l'armée, on n'est pas encore passé tout à fait complètement au solaire et à l'énergie verte, mais peut-être un jour, pourquoi pas, ça viendra. Oui, il y a une entreprise à Nantes qui travaille notamment sur des couvertures solaires pour le combattant. Alors ce service de l'énergie opérationnelle, vous l'avez dit, très important, pétrole et énergie alternative. On va voir le Carapace, le camion ravitailleur pétrolier de l'Avent à capacité étendue qu'on aperçoit là à l'écran. Et c'est une très belle aventure industrielle française d'une petite entreprise bretonne, Armoric Holding,
qui a conçu ces engins avec notamment une cabine qui est une cabine blindée et qui a sauvé la vie notamment à des conducteurs sur Barkhane au Sahel. Le véhicule a sauté sur un engin explosif de fabrication artisanale et la cabine blindée a sauvé la vie. Armory Holding, c'est donc une entreprise française de 400 salariés et qui fabrique également des camions de pompiers. La BSPP avec le général Jean-Marie Gontier, qui est commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et qui a été un cadre de l'école polytechnique il y a quelques années, un cadre tout à fait remarquable. Vous le disiez tout à l'heure, la BSPP qui a effectué plus de 423 000 interventions, sauvé plus de 30 000 vies. Une devise très très noble, hein, sauver ou périr. Et pour clore ce défilé des troupes, voici s'avancer le régiment de cavalerie de la garde républicaine. On en parlait tout à l'heure en début de défilé quand ils étaient autour du président de la République dans la grande escorte. Voilà, c'est une unité qui a été créée il y a bien longtemps maintenant, en 1802, avec à sa tête la fanfare de cavalerie, 38 cavaliers, commandés par le trompette-major. Il y a ensuite l'avant-garde, composée de 51 cavaliers, et l'arrière-garde avec 51 cavaliers également. C'est sur ces images absolument magnifiques, on voit la difficulté de maîtriser les chevaux. Il y a du bruit, vous avez la fanfare également, donc ils sont entraînés, mais ça reste véritablement un exercice un exercice d'équitation extrêmement difficile à conduire. Qui effectue aussi de nombreuses patrouilles, 17 000 patrouilles par exemple effectuées l'année passée. Alors, vous parliez des chevaux, mon cher Pierre. Il y a un processus particulier pour ces chevaux, qui sont achetés le plus souvent à l'âge de 3 ans par une commission qui est composée du colonel commandant le régiment, d'un officier vétérinaire également et d'un autre militaire du régiment de cavalerie. Ce sont des chevaux pour la plupart de race selle français et qui doivent répondre à des critères très très particuliers, de taille d'abord. 1,65 m minimum au garrot à 3 ans. Et ils doivent présenter une robe franche, que ce soit alezan, baie ou gris. Voilà, et on a vu à l'écran un porte-étendard, qui a un cheval un peu capricieux. Vous avez noté aussi le détail des trompettes de cavalerie. Vous savez que le clairon c'est pour l'infanterie, la trompette c'est pour la cavalerie, qui porte une crinière rouge. Alors c'est pas pour faire joli, même si c'est très beau, mais c'est en fait parce qu'à l'époque où sur le champ de bataille les ordres étaient donnés par le clairon pour les fantassins ou par les trompettes de cavalerie, et bien pour que l'on distingue dans le chaos du champ de bataille, du combat, ceux qui allaient redonner ces ordres, il fallait qu'on puisse les identifier rapidement. Et on les identifiait à cette crinière rouge, vous voyez, qu'on voit très très clairement ici. Et vous voyez que la trompette est prolongée par un morceau de tissu qu'on appelle une flamme et qui porte la symbolique du régiment lui-même. On va l'écouter, cette trompette justement.
Écoutez le son des sabots qui battent le pavé. C'est exceptionnel. Voilà. Donc un cavalier Qui a chuté visiblement. voilà. Ça montre vraiment que c'est tout sauf facile. Il y a deux cavaliers Et qui sont applaudis par le chef de l'État et la tribune officielle. Voilà, c'est vrai qu'il a beaucoup plu sur les Champs-Élysées, et donc les pavés sont très très glissants. c'est une vraie prouesse que de véritablement monter dans ces circonstances sur les Champs-Élysées.